Je me présente, je m'appelle sur TikTok The Famball, mais dans la vie réelle, je m'appelle Sylvain Simo Kamdem. D'ailleurs, si vous cherchez sur LinkedIn, vous verrez mon profil. Je suis un ingénieur de réseau et télécommunications de formation académique. J'ai un master professionnel en réseau et télécommunications. Et actuellement, je suis informaticien naturellement. C'est vrai que je porte plusieurs casquettes en informatique. Je fais en général ce qu'on appelle l'infrastructure, l'ingénierie de l'infrastructure. Ça veut dire que je travaille en même temps sur les réseaux informatiques, en même temps sur les systèmes, en même temps je fais un peu de maintenance de temps en temps et aussi un peu sur le cloud. Donc, parlant de Windows 10, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, Windows 10 c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation qui a été conçu par l'entreprise Microsoft. Et bon, bref, l'année, je crois que c'était en 2015 pour être précis, mais c'est pas un détail très hyper important. Windows 10, c'est un logiciel, c'est un système d'exploitation qui est classé dans la catégorie des systèmes d'exploitation client. Parce qu'on en a deux types, les systèmes d'exploitation client, les systèmes d'exploitation serveur. Donc Windows 10 est un système d'exploitation client, c'est-à-dire il est utilisé par des utilisateurs pour pouvoir accéder au système d'exploitation serveur pour pouvoir utiliser des services qui sont hébergés sur ces serveurs-là. Pour donner une petite idée, comme système d'exploitation serveur, on a Windows Server, par exemple Windows Server 2016. Ça c'est pour Microsoft, ça c'est pour Windows. Si on va sur Linux, on va voir, on a aussi les mêmes configurations, on a des systèmes d'exploitation client d'un côté et serveur de l'autre. Donc Windows 10, lui, c'est un système d'exploitation client. Et un système d'exploitation, c'est quoi? C'est un ensemble de logiciels qui gèrent le fonctionnement et l'utilisation d'un ordinateur. Ici, on a le système d'exploitation, il a en même temps l'intermédiaire, il joue le rôle d'intermédiaire entre un utilisateur et les programmes, et d'une part, et aussi entre l'utilisateur et les composants de l'ordinateur de l'autre part. Donc le système d'exploitation, c'est vraiment cette pièce maîtresse là qui permet de savoir permet la communication entre nous, l'homme, et la machine, et le matériel, le hardware, ce qui est dur qu'on touche là. Donc on a ici un petit schéma de communication. Donc en top level, on a l'utilisateur qui communique avec son application, qui par exemple peut être Word, et Word à son tour va communiquer avec le système d'exploitation pour pouvoir exécuter toutes les tâches qui lui incombent. Et le système d'exploitation, lui, va communiquer avec l'ordinateur, le hardware qui est le matériel, et le cycle se fait, on retourne l'information au système qui retourne à l'application et qui retourne à l'utilisateur. Donc globalement, c'est ça l'architecture qui inclut le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, parlant de son rôle, il est chargé de la gestion du traitement, c'est-à-dire il permet de traiter les programmes qui sont en cours d'exécution. Il permet de stocker les informations, c'est-à-dire ici il stocke les informations en même temps des données, notre donnée, peut-être qu'on veut stocker sur un disque dur ou autre chose, et même des informations des programmes qui peut aussi stocker sur les mémoires vives. Dernièrement, on a parlé des mémoires vives, parmi lesquelles la plus utilisée est la RAM, Random Access Memory. Donc le système d'exploitation est celui-là qui aussi permet de stocker les informations sur ces deux types de mémoire. Il permet aussi de gérer les entrées et les mouvements d'entrée, les flux d'entrée et sortie. Je parlais un peu plus tôt des périphériques d'entrée et de sortie. Donc le système d'exploitation est celui-là qui fait l'orchestration de ces flux-là. La saisie peut-être au niveau du clavier, le système d'exploitation lui récupère
Dès qu'il envoie au processeur, le matériel le traite, il restitue peut-être en imprimant en ressortant peut-être notre texte qu'on a saisi sur une forme papier à travers l'imprimante qui ici sera un périphérique de sortie. Donc c'est un peu ça le flux. Le système d'exploitation est composé d'une partie résidente, d'une partie de résidence. Ici on dit elle réside en mémoire centrale de l'ordinateur, qui permet le fonctionnement de l'ordinateur en gérant les tâches précédemment décrites de façon transparente pour l'utilisateur. Il est aussi constitué d'un ensemble de programmes utilitaires qui vont permettre ici la manipulation des ressources de l'ordinateur. Donc la manipulation des logiciels et des matériels, bien entendu. La gestion des traitements du système d'exploitation est gérée par l'interface graphique. L'interface graphique qui est cette interface dans laquelle on se balade à travers notre souris, on clique, on se balade, on pointe, on clique, on ouvre des pages, on ouvre des dossiers, des documents et tout. Donc c'est ça qu'on appelle l'interface graphique au travers du bureau qui permet à l'utilisateur de piloter à partir de la souris les différentes tâches de façon globalement transparente. On a aussi un interfaçage texte ici là qui est appelé plus précisément en anglais on dit CLI, Command Line Interface. Pour l'interfaçage graphique en anglais ça se dit GUI, Graphical User Interface. Donc pour le CLI, pour l'interfaçage de texte, l'interface de texte plus précisément réservé aux informaticiens. Oui, c'est généralement utilisé par ceux-là qui font du codage, donc ou bien aux informaticiens. Oui, c'est généralement utilisé par ceux-là qui font du codage, donc ou bien ceux-là qui peuvent entrer des commandes pour pouvoir demander au système d'exploitation d'exécuter certaines tâches précises. Donc ouais, c'est en gros c'est cela. Dans un exemple de on a pris un exemple ici. L'interface texte est accessible dans l'environnement Windows par le menu démarrer. Ensuite, on va sur programme, on va sur accessoires, on va sur invite de commande. Là, ça ouvre une page noire. À l'époque, on appelait le DOS. À travers cette page-là, on peut faire toutes les mêmes actions qu'on fait avec la souris, ouvrir les dossiers, ouvrir les fichiers, copier un dossier d'un emplacement A à un emplacement B. Donc, sauf que à travers cette interface texte, ça prend peut-être plus de temps de le faire et c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut comprendre le langage que l'invite de commande comprend en fait. Donc, il faut comprendre toutes les commandes. Donc chaque fois, disons, si je prends un exemple bête, sur Windows, sur l'interface graphique, quand on veut copier un document d'un dossier A à un dossier B, on va sur notre document, on fait un clic droit, on choisit copie et on va à la destination, on fait un clic droit, on choisit coller, copy et paste pour coller et le document se duplique vers l'emplacement de destinataire. Mais en invite de commande, on a obligatoirement une commande à entrer. On va entrer une commande par exemple CP sur CP qui veut dire copie. CP, on va mettre, après CP, on va mettre le chemin vers le fichier d'origine qu'il faut copier. On met le chemin et on se rassure de finir le chemin par le nom du fichier et sans oublier l'extension. C'est-à-dire, si je veux copier un fichier par exemple musique.mp3, donc musique c'est le nom du fichier et c'est le radical. Et le .mp3 c'est l'extension, ce qu'on appelle l'extension. Plus tard, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas le terme d'extension. Plus tard, je vais revenir dessus. Donc, vous rassurez de prendre le chemin complet. CP, vous mettez le chemin complet avec l'extension. Et espace, vous allez mettre le chemin complet de la destination, donc du dossier où le fichier sera copié. Et il y a possibilité d'ajouter des arguments si vous avez forcé la copie, si vous voulez voir peut-être le statut lors de la copie et tout. Il y a moyen d'entrer plus d'arguments ou d'attributs.
Et dès que vous appuyez Entrée, normalement, tout va se passer de manière silencieuse. Et quand vous consultez, si vous allez consulter la destination, vous allez voir votre fichier sera copié. Donc c'est une méthode qui fait le même travail, qui est fait en graphique, mais qui est soit un peu lente ou soit ça nécessite plus de connaissances, quoi. Donc passons à la prochaine diapositive. Quelles sont les conditions pour pouvoir installer Windows 10 gratuitement? En général, je le disais tout à l'heure, ouais. Il disait ici Windows est gratuit jusqu'au 29 juillet 2016. Je sais que Windows a été créé, Windows 10 est sorti en 2016. Je sais pas 2015 ou 2016. Pour pouvoir installer Windows 10, on doit avoir certains prérequis, en fait, certains prérequis au niveau de la capacité de notre ordinateur, la capacité de notre matériel. Donc, si on est en processeur, si on est un processeur qui est en version 32 bits, ça va paraître encore ça va paraître encore fictif pour vous, parce que je vais utiliser les termes que vous ne comprenez pas pour expliquer certaines choses, mais comme je le dis aussi, je vais revenir dessus. Mais de manière brève, les PC aujourd'hui, on a deux types de PC. Quand on parle de, vous allez entendre mon ordinateur est 32 bits, ou bien mon processeur est 32 bits, ou mon processeur est 64 bits. Généralement, c'est l'architecture. En fait, 32 bits ou 64 bits, ça a trait à l'architecture du processeur, justement. Et les 32 bits, c'est en réalité la longueur du bus mémoire. La longueur du bus mémoire pour ce type de processeur-là. Donc, habituez-vous, vous allez entendre parler de mon processeur. J'ai un ordinateur qui a un processeur 32 bits, ou bien un ordinateur qui a un processeur 64 bits. Mais si j'ai un conseil à donner, si vous allez acheter votre ordinateur peut-être à Best Buy, rassurez-vous que vous achetez un ordinateur qui est compatible 64 bits, qui a un processeur 64 bits, parce qu'il sera moins limité. Celui de 32 bits ne peut pas installer certains types d'applications qui sont typiques, qui requièrent un processeur 64 bits, alors que le processeur 64 bits peut installer des applications en même temps qui sont compatibles 64 bits ou bien compatibles 32 bits. Donc, ne faites pas cette erreur. Si vous achetez un ordinateur, assurez-vous d'acheter toujours l'ordinateur qui a un processeur 64 bits. Je conseille très souvent Intel, parce que les autres fabricants de processeurs ne sont pas, bon, pas qu'ils ne sont pas, Intel c'est le meilleur. On a vu certains défauts de fabrication avec les AMD et autres. Donc pour revenir au thème, les prérequis pour avoir Windows 10, c'est un processeur d'au moins 1 GHz de fréquence. La fréquence c'est la vitesse du processeur, en fait. Ici là c'est le nombre 1 Go, on dit 1 GHz, c'est le nombre d'instructions qui peuvent être traitées, que le processeur peut traiter par seconde. Ouais, par seconde. Donc, désolé, 1 giga ici, 1 GHz, 1 GHz ici signifie que le processeur peut traiter 1 méga, je crois c'est 1 million. Donc 1 giga, ça doit être 1 milliard d'instructions par seconde, c'est ça. Donc aussi, notre RAM, notre mémoire vive doit être au moins d'1 giga pour pouvoir supporter Windows 10. Et ça c'est pour la version 32 bits. Oh, musique trop forte. Merci vraiment. Tu me sauves. Je baisse. Merci Adri. Je disais, pour le processeur 64 bits, il faut avoir au moins 2 giga Hertz de processeur, et ils disent quoi, 16 giga. Attends, non, c'est 2 gigaoctets de RAM, et je crois que au niveau de la vitesse du processeur c'est pareil, 1 GHz aussi. Une capacité de 16 gigaoctets pour 32 et 20 gigaoctets pour 64. Ça c'est la taille du disque dur.
Donc le disque dur doit avoir au moins un espace de 16 Go si on est en 32 bits ou bien un 20 Go si on est en 64 bits. Et au niveau de l'écran, la résolution doit être au moins 800 pixels x 600 pixels. Donc 800 pixels, je crois, si on est en largeur et 600 pixels, on est en longueur. Donc, ainsi que le support de DirectX pour la partie graphique. DirectX c'est un type de pilote graphique. Ok, on passe au prochain. Ici j'ai mis quelques captures de l'installation de Windows 10, mais pour essayer de donner un peu rapidement les détails. Si vous voulez installer Windows 10, généralement on fait quoi? Généralement on peut télécharger le logiciel sur le site officiel de Microsoft. Je précise le site officiel de Microsoft parce qu'il y a plusieurs sites qui font qui offrent le logiciel, mais avec les contraintes, avec la dangerosité des menaces informatiques de nos jours, parlant de la cybersécurité. Il y a beaucoup de pirates qui créeront des sites et vont mettre le fichier d'installation qu'ils ont modifié. Donc ils ont modifié le noyau en mettant un virus peut-être, et que quand vous allez utiliser, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Donc c'est toujours conseillé de télécharger le fichier d'installation sur le site du fabricant. Ici, on va télécharger sur Windows 10 et à partir de cela, on va utiliser une clé USB et la rendre bootable. Ça c'est un terme qu'on utilise très souvent pour dire qu'on a copié le fichier d'installation. Il y a une manière de copier, ce n'est pas que vous faites copy and paste comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une manière de copier, le fichier d'installation sur la clé USB en la transformant justement en clé bootable. Clé bootable, ça veut dire vous allez la brancher à votre ordinateur et lors du système de démarrage, dès que dès que vous démarrez l'ordinateur et qu'il atteint le BIOS qui est le programme de base qui permet de connecter le matériel et le logiciel en quelque sorte. Donc dès qu'il accède le BIOS, dès qu'il accède au BIOS, vous pouvez taper une touche et là ça va pour accéder à l'ordre de démarrage et faire démarrer à partir de cette clé là. Donc à ce moment, l'ordinateur ne va plus démarrer à partir du disque dur interne, mais il se pointera vers la clé. Et la clé, puisqu'elle héberge le programme d'installation, elle va donc lancer la séquence d'installation. Donc quand on lance la séquence d'installation, on a ce genre d'écran bleu et peut-être mise à niveau et tout. Donc c'est tout un process. Je pense que c'est pas vraiment utile, sauf si vous voulez faire le support, faire le helpdesk. Vous devez savoir cela. Mais en gros, c'est cela, c'est juste comprendre le principe d'installation du système. Donc, quand la page d'installation se lance, il suffit de suivre les instructions. On va formater peut-être, on va soit charger certains pilotes, blablabla. C'est pas le but pour aujourd'hui. Donc, à la fin de l'installation du système d'exploitation, on a généralement une étape qui touche à la personnalisation. Donc ici, là, vous avez la possibilité d'activer ou de verrouiller certains paramètres de confidentialité. Donc, on dit ici, tout utilisateur doit être maître de ses données. Donc, généralement, ils vont proposer, Microsoft va vous proposer, hey, est-ce que vous voulez qu'on vous personnalise peut-être les publicités? Est-ce que vous voulez qu'on désactive votre localisation? C'est à vous de régler exactement ce que vous voulez selon vos préférences. Mais juste pour apporter un peu plus d'éclairage, d'éclaircie ici, sachez que si vous désactivez la localisation, votre PC, vous ne serez pas capable de changer la date, donc d'attribuer, généralement on peut setup la date de la machine en disant que ça va copier la date d'internet sur internet quoi. Donc ça va prendre la date locale. Donc si vous bloquez cette localisation, ça ne pourra plus prendre la date locale. Ça ne pourra plus prendre automatiquement le fuseau horaire local. Ça ne pourra plus
C'est quand ça prend la date et le fuseau horaire que ça vous permet souvent de vous donner des informations comme sur la météo, ou bien il fait tel nombre, tel degré, tout, tout, tout. Donc, sachez que si vous désactivez la localisation, vous n'aurez plus droit à ces détails-là après avoir installé. Mais vous pouvez toujours aller dans les paramètres après l'installation pour réactiver la localisation. C'est pas un souci. Welcome Michette. Prochain point, on va parler après avoir installé notre Windows 10, on arrive à cet écran de verrouillage qui est en quelque sorte l'écran d'accueil. Ouais, ici là vous avez une image en arrière-plan, vous avez la date et l'heure. Et quand vous appuyez sur espace, sur la touche espace sur le clavier, ok. Il y a TikTok qui me dit je suis inactif. Attendez, je fais ce qu'il me demande, s'il vous plaît. Alright. Merci. Donc dès que vous appuyez sur la touche espace, ça va vous mettre une autre page où vous aurez besoin d'entrer vos identifiants pour vous connecter à votre session. C'est cette page ici là. Donc vous entrez votre mot de passe que vous avez paramétré lors de l'installation et vous cliquez sur entrée et vous serez connecté sur votre PC. Vous aurez cette interface ici là, on appelle ça le bureau. On appelle ça le bureau. Today I'm talking about information technology. Désolé, je sais que j'ai l'habitude de faire la musique. Aujourd'hui, je fais un live en informatique en fait. Et je parle des bases de l'informatique. C'est une série. Aujourd'hui, on parle des systèmes d'exploitation, plus précisément Windows 10. On parle du cas de Windows 10, quoi. Donc quand vous installez Windows 10, vous arrivez à cet écran d'accueil ici. Vous avez le bureau, on l'appelle le bureau. Il est très beau, vous avez une image en arrière-plan que vous pouvez customiser, que vous pouvez changer. Vous pouvez mettre votre image, vous pouvez mettre une image de vos enfants, ça dépend de vous. Cette barre que vous avez, cette barre noire horizontale, on l'appelle la barre des tâches. La barre des tâches, elle est très importante et généralement elle est persistante. Donc ça veut dire que vous ouvriez n'importe quelle application ou n'importe quel programme, vous aurez votre barre des tâches toujours active. Mais il y a la possibilité aussi de la cacher, de la rendre inactive pour pouvoir gagner un peu d'espace au niveau du bureau. Il y a moyen de la cacher. Donc quand vous, au niveau de la barre des tâches, il y a certains icônes importants aussi. Quand à l'extrême gauche, on a le menu démarrer. Ce menu avec comme une fenêtre qui est divisée en 4 là. C'est le menu démarrer. Quand vous cliquez dessus, vous avez le menu contextuel, le menu démarrer qui s'ouvre. Sur la gauche du menu démarrer, on a accès à aux différents logiciels que vous avez installés, qui sont installés. C'est vrai que quand vous installez le système, il vient avec l'installation vient avec une pile de logiciels déjà, donc c'est ces logiciels là qui vont s'afficher du côté gauche, et du côté droit vous avez des vignettes qui ici seront inspirées des tuiles de Windows 8. Donc Windows 8 qui était la version précédente à Windows 10. En fait, la vraie version précédente à Windows 10 c'était Windows 8.1 qui était une évolution de Windows 8. Donc les tuiles, on remarque les tuiles avec les logos des applications comme Word, PowerPoint, OneNote, etc. Ça ressemble exactement aux tuiles qu'on avait avec Windows 8. Et ici là on a des fois représenté la météo, il y a les raccourcis vers les programmes, il y a l'actualité, vous allez avoir peut-être des informations, peut-être la météo, comme je disais, des photos, vos photos qui vont défiler et tout. Blabla. C'est de manière simple. Donc, les nouveautés, pour essayer de comparer avec les versions précédentes de Windows, les nouveautés dans Windows 10, c'est
Ici, la première chose, c'est le retour à la commande marche et arrêt. Avec Windows 8, je pense qu'il n'y avait que la commande arrêt, arrêter. Je pense pas qu'il y avait marche et arrêt. Je pense qu'il y avait arrêter et redémarrer. Donc on a la commande marche et arrêt. Quand on clique dessus, on a les différents mettre en veille, arrêter et redémarrer. C'est un détail, c'est pas aussi. On a les applications, l'affichage des programmes et des applications. Ouais, sur Windows 8, c'était un problème. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs sorti une version évoluée de Windows 8. On a aussi la possibilité de faire la recherche des programmes et des applications par lettres alphabétiques. C'est un détail, completely. Aussi, pour ce menu démarrer également, on peut constater qu'on peut le redimensionner avec Windows 10. Si vous faites démarrer là et que vous faites d'autres pointeurs à l'extrémité verticale ou horizontale, vous allez voir que le pointeur change de forme. Et si vous cliquez et vous maintenez, ça va élargir votre menu démarrer, votre menu en fait. Et en même temps, vous pouvez, les différentes tuiles qui représentent peut-être le calendrier ici, le courrier et tout, vous pouvez les réorganiser à votre convenance. Par exemple, si vous voulez déplacer le calendrier, vous pouvez cliquer sur lui en maintenant. Bon, ne faites pas un clic, vous relâchez, vous cliquez en maintenant, vous déplacez vers la zone qui vous intéresse et vous relâchez. Là, ça va renvoyer votre tuile exactement là où vous aurez souhaité. Passons à la prochaine diapo. Au niveau des applications, la création d'une tuile à partir de l'icône des programmes et des applications par sélection glissée du bureau sur le bureau. Donc, naturellement, vous pouvez cliquer, sélectionner, faire glisser ailleurs et tout. Donc, c'est toujours des astuces pour pouvoir organiser votre menu démarrer. Vous pouvez sélectionner et lancer une application du menu démarrer. Ouais, ici c'est toujours parlant de l'organisation des tuiles. Vous pouvez les redimensionner, vous pouvez les désactiver, vous pouvez les supprimer du menu démarrer, vous pouvez les organiser en groupe. C'est facile. Aussi, une autre évolution avec Windows 10, c'est que on a la possibilité d'organiser le bureau. En fait, le bureau peut être dupliqué. On peut avoir plus d'un bureau parce qu'avec les autres versions, je crois que c'est avec Windows 8, on avait déjà aussi la possibilité. Donc, on peut avoir le bureau principal et on peut avoir d'autres bureaux. Donc, la possibilité d'utiliser plusieurs bureaux simultanément. Et dans chaque bureau, vous pouvez lancer une série d'applications. Ça dépend de vous. Et honestly, ça dépend aussi de la capacité de votre ordinateur parce que n'utilisez pas plusieurs bureaux si vous n'avez pas assez de processeur ou de RAM pour pouvoir supporter la charge que vous aurez lancée sur votre PC. Donc les bureaux, c'est juste les divers bureaux, c'est juste une manière d'organiser. Disons que vous êtes peut-être dans le support informatique, dans le helpdesk, ou peut-être en même temps vous faites le cloud. Vous pouvez décider d'avoir deux bureaux séparés. Dans un bureau, vous faites des tâches, vous lancez les applications qui concernent juste le helpdesk et vous travaillez dessus. Dans l'autre bureau, vous lancez vos applications de cloud et vous travaillez dessus. Donc c'est un peu comme ça. Et pour accéder aux divers bureaux, vous voyez, il y a une icône comme un carré avec des prolongements là. C'est sur la barre de tâches. Vous pouvez soit cliquer dessus, ça va vous donner la possibilité de créer un autre bureau et vous pouvez facilement naviguer entre les différents bureaux, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je me ferai une grande joie de m'arrêter, de me stopper et de vous répondre avant d'avancer. Donc, ouais, ici ils ont montré un exemple de bureau, un exemple avec deux bureaux et deux bureaux qui ont deux fenêtres. Donc il y a un bureau 1 qui a une fenêtre et un autre bureau qui a une autre fenêtre. On dit ici pour se déplacer d'un bureau à l'autre, cliquez sur l'icône du bureau 1 ou du bureau 2. Simplement, ça vous permettra de basculer. Ou bien il y a un raccourci au niveau du clavier, c'est en faisant maintenant la touche Windows
La touche Windows sur le clavier, c'est la touche, elle est à droite de la touche espace, de la longue touche là. La longue touche qui n'a généralement rien écrit dessus, elle est à droite. Généralement, il y a une touche Alt qui la sépare de la touche espace. Donc, l'icône qui est sur la touche Windows, c'est une fenêtre avec des bâtons divisés en 4, quoi. Oui, vous maintenez cette touche là et vous appuyez sur tabulation, qui est une autre touche qui est carrément vers l'extrémité supérieure gauche de votre clavier. Donc la touche la plus extrême, c'est échappe, escape. Si vous sautez une touche, vous aurez tabulation. Donc si vous appuyez Windows, vous appuyez tabulation, ça va vous faire basculer entre vos deux bureaux. Et ouais, vous pouvez, je pense qu'il y a un autre raccourci aussi, c'est d'utiliser vos trois doigts. D'utiliser vos trois doigts, et si vous avez le touchpad, ce qu'on appelle touchpad, donc votre souris intégrée, votre souris tactile au niveau de l'ordinateur. Quand vous utilisez vos trois doigts et que vous swipez, ça va vous afficher une interface qui aura les deux bureaux, et c'est à vous de cliquer. Je vais sur le bureau A ou le bureau B. Donc c'est un autre raccourci. Ouais, comme nouveauté aussi avec le Windows 10, on a l'application Cortana. Cortana qui est un assistant vocal intelligent ayant pour but de répondre à toutes les requêtes, en fait. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui a été inclus avec le système d'exploitation. C'est représenté par une application qui a ce logo-ci, un cercle, bon, une sorte de cercle. Et généralement, c'est écrit bonjour, je suis Cortana. Si vous cliquez dessus, vous parlez, vous pouvez interagir vocalement avec cette application. Donc, on dit il enregistre toutes les informations et constitue un carnet de renseignements, commençant par le nom de l'interlocuteur. Donc, si vous dites hey Cortana, Cortana va répondre, je dirais elle va répondre parce qu'elle c'est une voix féminine, et vous allez interagir, lui poser des questions. On dit est-ce que tu peux me lancer telle application? Cortana va vous exécuter et vous lancer l'application. Elle peut aussi vous consulter des informations comme la météo, vous dire quel temps il fait, bien la circulation, blablabla. Donc Cortana, c'est un outil qui peut aller sur internet pour chercher n'importe quelle information. Honestly, moi je préfère, je suis habitué à utiliser mes doigts pour communiquer avec ma machine. Donc je suis de la vieille école, mais c'est assez cool, c'est interactif. Autre nouveauté, c'est Edge, Microsoft Edge, ici qui est un logiciel applicatif qui est classé dans la catégorie des navigateurs. On sait tous Edge. Avant cette version qui est appelée Edge, on avait une autre version qui était Microsoft, je pense que c'était Explorer. C'est Windows Explorer. Non, pas Windows Explorer, c'était quelque chose Explorer. Et ça a montré à un niveau ses limites parce que c'était pendant qu'on avait les concurrents, à savoir Firefox, à savoir Google Chrome ou Safari ou tous les autres, même les navigateurs de Dark Web comme Tor et autres. Pendant qu'on avait les concurrents qui vraiment développaient leur navigateur et offraient vraiment des fonctionnalités assez importantes, qui facilitait plus la vie de l'utilisateur. On avait l'ancienne version du navigateur de Microsoft qui était vraiment très limite et pas sécurisé. Donc avec la version 10, ils ont sorti Edge qui est vraiment à jour, je dirais, qui bâme le record par rapport à qui fait du coude à coude par rapport aux autres, par rapport à Firefox et aux autres et Chrome. Et personnellement, je suis plus à l'aise en travaillant avec Edge aujourd'hui au bureau qu'en travaillant avec Firefox ou Chrome. Mais j'ai toujours besoin d'utiliser les deux, d'utiliser Firefox et Chrome parce que vous savez, quand en entreprise, des fois,
il y a certaines banques, il y a certains providers, si je veux utiliser ce terme-là, qui développent leur application en étant concentrés sur un navigateur précis. Donc, dans ce cas, si vous achetez leur solution, vous serez obligé d'utiliser le navigateur qu'ils privilégient, quoi. Donc, mais hormis ce type de cas, je fais vraiment tout sur Microsoft Edge. Ce qui n'est que normal puisque c'est le logiciel qui est proposé par celui qui a fabriqué le système que j'utilise, le système d'exploitation que j'utilise. Donc Microsoft Edge est le nouveau navigateur de Microsoft qui fait la concurrence avec Google, Mozilla ou Apple. Il est en mode lecture en ligne. C'est un éditeur graphique aussi. Il peut être utilisé comme un éditeur graphique. Il a un design assez sobre et simple. Ouais, on peut avec les favoris, on peut synchroniser nos raccourcis, nos mots de passe et tout avec plusieurs plateformes. Ça veut dire, si j'ai mon compte chez Microsoft que j'utilise sur ce PC, je peux facilement utiliser le même compte sur un autre ordinateur, utiliser le même compte sur un autre ordinateur sur mon téléphone et avoir exactement les mêmes mots de passe que j'avais paramétrés étant sur le premier ordinateur, ou bien les mêmes raccourcis vers les sites web que j'avais sauvegardés, ce qu'on appelle les favoris. Et Cortana est intégré à Microsoft Edge. Aujourd'hui, on a aussi l'intelligence artificielle de Microsoft qui est incorporée à Edge. L'intelligence artificielle de Microsoft s'appelle Copilot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Copilot. C'est une application très importante qui fait la concurrence avec ChatGPT ou bien Gemini de Google. C'est important, c'est important. Ce sont des intelligences artificielles. Je pense qu'on est à l'ère de ce type de logiciel qui sont basés sur des machines assez puissantes ou des logiciels vraiment assez puissants qui permettent de regrouper les informations de plusieurs plateformes en vraiment une vitesse incroyable. Donc ouais, de manière globale c'est ça concernant Edge, Microsoft Edge. On a ici un exemple de une capture d'écran du navigateur Edge avec une page web qu'on a ouvert. Je ne vais pas insister dessus. Autre application qui est aussi superbe, je dirais qui est très bien avec Windows 10, c'est le Store. Le Store, on a eu l'habitude d'utiliser les stores avec nos téléphones. Peut-être sur Android, on a Google Play Store, ou sur Apple, on a App Store. Ce sont des bibliothèques d'applications dans lesquelles on a des applications en même temps gratuites et payantes, dépendant des besoins. On peut les télécharger directement et les utiliser. Donc Windows a également fait le même principe avec je pense que c'était avec Windows 8 qu'on a commencé le store. Donc Windows a son store et avec des applications qui sont en même temps gratuites et payantes. Elles sont centralisées. Vous pouvez ce store s'installe automatiquement avec le système d'exploitation. On a vu précédemment comment installer le système. Ce store s'installe avec le système. Vous n'avez qu'à l'ouvrir, à rechercher l'application que vous voulez. Vous cliquez, il y a généralement une option pour cliquer Get ou Installer. Vous cliquez dessus, vous attendez gentiment que ça s'installe. Et au besoin, si ça a besoin, l'application a besoin des droits d'administration, ça va vous demander de valider votre compte administrateur. Et là, vous aurez l'application qui va s'installer complètement. Et ce qui est à noter, c'est que pour utiliser le store, vous devez, comme sur les téléphones, pour utiliser Android, le Play Store, vous devez avoir un compte chez Google. Vous devez avoir un compte Gmail. Donc ici, là aussi, pour utiliser le store de Microsoft, vous devez avoir un compte sur Windows Store qui est généralement utilisé comme votre compte Microsoft.
Et naturellement, on a dit une connexion Wi-Fi ici, mais je dirais une connexion Internet parce que la connexion Internet, c'est pas seulement sur le Wi-Fi, ça peut être câblé, ça peut être autre. Ok, ouais, là on a une sorte d'interfaçage de Windows Store. Vous voyez accueil, applications, jeux, musique, films et TV, et une barre d'adresse, une barre de recherche pour pouvoir entrer ce que vous voulez rechercher. Ouais, c'est comme je disais tantôt, vous recherchez facilement et vous aurez ce que vous voulez. Et très souvent, les applications s'installent assez rapidement dans les en général, moins de 10 minutes, moins de 10 à 15 minutes, c'est bon. Et très souvent, quand les applications sont légères, c'est quelques secondes, vous avez votre application installée. Ok, autre feature importante de Windows 10, c'est le centre de notification. Le centre de notification, c'est, comme ça se dit, un centre qui a toutes les notifications en temps réel. Vous pouvez l'accéder à partir de la barre des tâches. Vous voyez, c'est indiqué là au coin droit de votre barre des tâches. Vous avez une sorte d'icône là. Quand vous cliquez dessus, vous avez le centre de notification qui s'ouvre. Donc là, vous avez généralement quand le système d'exploitation veut communiquer avec vous, il envoie des notifications peut-être qui peuvent être relatives à la sécurité de la machine, ou peut-être s'il y a des mises à jour importantes disponibles. Tout ça va se loguer au niveau du centre de notification. Et très souvent, quand vous avez une nouvelle notification, vous avez un indicatif rouge au niveau de cette icône là pour vous dire hey, vous avez quelque chose qui nécessite votre attention. Donc ouais, comme c'est dit ici, vous cliquez sur l'icône en bas de la barre de tâches et vous allez afficher le centre de notification. On dit l'explorateur de fichiers ou l'explorateur Windows comme il était appelé auparavant. Ici c'est un autre logiciel qui est phare, qui est aussi hyper important et qui fait partie du système d'exploitation. Il est d'ailleurs installé avec le système d'exploitation et c'est ce logiciel là ou c'est cette application là qui nous aidera à naviguer notre disque dur, en fait nous balader sur notre disque dur pour consulter le contenu, pour savoir hey, quels sont les dossiers si je veux accéder à tel fichier dans tel dossier. C'est l'explorateur de fichiers, en fait l'explorateur Windows qui va nous permettre d'accéder à ce type d'informations. Donc très souvent après l'installation, il a une icône qui est figée sur notre barre de tâches, notre barre verticale noire en bas de l'écran. Il est généralement avec une icône de dossier jaune sur la barre de tâches. Donc vous n'avez pas besoin de le chercher après l'installation. Vous cliquez juste dessus, ça va l'ouvrir. Ou vous pouvez cliquer sur démarrer, vous recherchez explorateur ou Explorer en anglais. Vous allez avoir la proposition et juste cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc ici c'est une image qui représente la capture de notre explorateur. On a du côté gauche, on a une représentation des fichiers les plus accédés, les fichiers les plus accédés, les fichiers que Microsoft a jugé qui sont les plus importants pour nous. Les dossiers, les dossiers qu'ils ont jugé importants, ils ont mis ça du côté gauche. On a du côté droit, on a une sorte de dans la première partie des dossiers qui sont fréquemment, vous avez les dossiers qui sont fréquemment accédés par vous-même qui seront sauvegardés là, et aussi les fichiers récemment accédés qui seront sauvegardés. Donc vous pouvez facilement naviguer. Et au coin haut, on a des menus avec plusieurs tâches qui permettent ici là de configurer notre explorateur. Je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais c'est de manière globale ça, notre explorateur. C'est une autre fenêtre ici de l'explorateur où on a ouvert un dossier Windows 10.
Vous voyez du côté gauche, on a un dossier Windows 10 qui est ouvert là et son contenu est affiché au niveau du côté droit avec une liste de dossiers et fichiers. Et juste au-dessus du contenu, vous voyez qu'il y a une barre d'adresse. Il y a une barre d'adresse là qui indique le chemin vers le dossier en fait. Le chemin, on a ce PC, on a document, on a Windows 10. Donc, à noter, c'est aussi un élément important de l'explorateur. Du côté droit, on a une sorte de preview, une sorte d'affichage de contenu qui, dépendant si on l'a activé ou pas, ça va afficher le contenu peut-être de notre fichier. Ici là on a cliqué sur le fichier qui intitulé W10 Bureau Icon, et du côté droit ça met une sorte de contenu en fait ça met un peu un affichage assez basique de ce qui est dans le fichier. Ouais. Ok, comme autre détail important de notre système d'exploitation, on a les paramètres. Les paramètres ici c'est hyper important, c'est même je dirais c'est le détail le plus important de notre système d'exploitation, parce qu'il permet de personnaliser, il permet il permet de monitorer, il permet de paramétrer notre système d'exploitation. Vous pouvez accéder aux paramètres en cliquant sur le menu démarrer et en cliquant sur l'icône, cette icône qui représente, je ne sais pas si ce sont les boulons, c'est les vis, c'est quoi. Donc quand vous cliquez sur démarrer, vous allez voir cette icône là. Vous avez cliqué dessus, ça va ouvrir cette fenêtre. Ça va ouvrir cette fenêtre de paramètres. Et dans les paramètres, on voit qu'on a plusieurs topics, plusieurs menus. On a système où on pourra manipuler l'affichage de l'ordinateur, les notifications, les applications, l'alimentation. On a les périphériques. Ici on peut aller ici là si on veut connecter des périphériques Bluetooth, si on veut voir nos imprimantes, si on veut paramétrer en gros les périphériques, nos périphériques. Ça peut être une nouvelle caméra, une webcam, ça peut être le clavier externe, ça peut être ouais, plein de trucs. On a aussi la capacité de gérer le réseau, c'est-à-dire nos cartes réseau, ou bien paramétrer le VPN, bien peut-être changer de mode, passer en mode avion à travers le réseau et internet. Plus tard on va revenir dessus si vous voulez en fait, parce que je suis déjà je finis cette présentation. Si quelque chose vous intéresse vraiment, peut-être je peux prendre ça, je fais ça le sujet de la semaine qui suit. Ou bien si vous n'avez rien, je vais juger ce qui est aussi important, à savoir toujours dans notre suite, dans notre logique de vous entretenir sur les bases de l'informatique, en fait, de vous aider à vous décider à entrer dans le domaine si vous êtes sympathisant, si vous êtes intéressé, ou bien si vous travaillez déjà dans le domaine, à faire une sorte de réassessment et vous comprendre vraiment les bases pour pouvoir mieux être performant dans votre travail quotidien. Donc autre fonction, on a la personnalisation. Ici là on peut utiliser pour personnaliser l'arrière-plan du bureau, personnaliser l'écran de verrouillage, changer les couleurs. On a les comptes, pour ajouter les comptes, les différents comptes. Ça peut être notre compte Microsoft qui va nous aider à avoir accès au Microsoft Store, et plein d'autres. On a possibilité heure et langue pour changer l'heure, pour changer la date, pour changer les fuseaux horaires et tout. On a l'option d'ergonomie, les options d'ergonomie, narrateur, loop, contraste, confidentialité, si on veut peut-être cacher notre emplacement, peut-être je parlais de localisation tout à l'heure. C'est au niveau de confidentialité on peut gérer les paramètres de localisation, peut-être au niveau de la caméra, peut-être la rendre peut-être private, tout c'est ici. Les mises à jour et sécurité aussi, ici on parlera de Windows Update. Ce qu'on doit savoir en ce qui concerne Windows Update, c'est que
Carrément, chaque mois, Microsoft essaye de, de, de réassess, si je peux utiliser le terme, je cherche le mot en français, essaye de revoir son matériel en général, que ce soit le logiciel ou le matériel. Ils essayent de revoir par rapport aux plaintes. Vous savez, quand ils sortent une version, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a certains problèmes concernant, on les appelle généralement les bugs. Il y a les applications des fois peuvent avoir des soucis à être chargées peut-être rapidement, ou ça plante à tel niveau et tout. Donc chaque mois carrément, Microsoft, il corrige ces défauts-là et il pousse automatiquement les corrections vers tous les PC, vers tous les PC, peut-être tous leurs PC en fait. Donc si vous avez un PC Windows, c'est que vous êtes connecté. Désolé, donnez-moi une seconde là. TikTok veut que je valide que je suis toujours présent. Ok, c'est fait. Donc très souvent, ils vont corriger ces défauts-là et les pousser vers tous les PC. Donc si vous êtes un utilisateur de Microsoft, automatiquement vous serez requis de télécharger et installer ces modifications-là. Et c'est recommandé de les faire. C'est recommandé de ne pas juste annuler parce que très souvent, même au niveau dans le monde, vous savez, le monde fait face à une sorte de nouvelle guerre qui est la guerre, des virus ou la guerre des menaces Internet et qui a donné naissance à un nouveau domaine en IT qui s'appelle la cybersécurité. Donc, très souvent, chaque mois, Microsoft aussi, par rapport aux menaces ou par rapport aux nouvelles sorties ou aux vulnérabilités de leur système, ils vont développer des corrections et les pousser. Donc, si vous êtes quelqu'un qui mettez constamment votre ordinateur à jour, vous êtes en quelque sorte sauvé ou préservé de ce genre, de ce type de problème. Vous êtes en quelque sorte préservé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être facilement attaqué si vous mettez votre ordinateur à jour constamment. Et aussi, et pour le savoir, très souvent, quand il y a une nouvelle mise à jour, ça va apparaître. Vous aurez une notification qui va apparaître sur le centre de notification et il vous suffit de cliquer dessus. Généralement, ça va dire est-ce qu'on peut télécharger? Oui. Dès que ça télécharge, est-ce qu'on peut installer? Si vous dites oui, dès que vous redémarrez le PC, souvent vous allez constater quand vous redémarrez le PC, ça prend du temps à charger. Ça dit n'éteignez pas le PC, ça charge les mises à jour. Ça peut prendre 1 heure carrément à charger les mises à jour pour les installer et tout. N'interrompez pas ce processus, c'est hyper important d'installer les mises à jour. C'est hyper important parce qu'il y va de la santé de la machine. Aussi, ici on parle de récupération, sauvegarde. Donc ici là, vous pouvez sauvegarder le PC et le restaurer facilement à partir de mise à jour et sécurité. Donc c'est ça. Dans les paramètres aussi, on peut installer et désinstaller les applications. On est sur ce système là, on va applications et fonctionnalités, on peut accéder à nos applications, les désinstaller. C'est conseillé de désinstaller les applications que vous n'utilisez pas. Et rassurez-vous de ne pas désinstaller une application qui est une application système. Non, naturellement, vous ne pouvez pas désinstaller les applications système parce que quand vous le faites, même le système vous enverra un warning disant hey, c'est dangereux, et je pense que c'est très rare que ça vous laisse valider jusqu'à la fin. Donc mais c'est conseillé si vous avez installé une application peut-être qui est lourde, qui prend beaucoup de ressources et que vous n'utilisez pas, c'est conseillé de la désinstaller pour libérer l'espace et permettre à votre PC d'être optimal, d'être plus rapide. Ok. Vous pouvez aussi personnaliser dans les paramètres, comme je le disais tantôt. On va pas s'attarder dessus. Ok, on est arrivé à la fin de la présentation. Je me suis battu à le faire en 30 minutes, mais malheureusement, c'était pas aussi facile. Donc, je précise, je n'ai pas eu assez de temps pour monter une diapositive. Donc, j'ai téléchargé une diapositive déjà prête sur Internet. Et voilà la source. Donc,
elle vient de l'adresse qui est spécifiée à l'écran là. Juste pour remettre, on dit les droits d'auteur. Donc c'est la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez une question. Vous pouvez envoyer votre demande. Vous avez une question, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez une question même autre qui ne concerne pas ce qu'on a fait, vous pouvez monter, vous pouvez poser votre question en commentaire.